Bonjour Alexandra Novak, bienvenue. Bonjour Thomas. Merci. Vous êtes avocate au sein du cabinet de Gaulle-Fleurance qui publie donc les résultats de ce 3e observatoire des transitions sociétales. Peut-être avant de rentrer dans le détail et notamment de parler de ce devoir de vigilance grâce à vous, pourquoi un cabinet d'avocats publie et se lance dans un observatoire comme celui-là? C'est une bonne question en effet. Alors De Gaulle-Fleurance est un groupe intégré d'avocats et de notaires qui accompagnent les entreprises dans leur transition. Et avec cet observatoire, nous souhaitons les aider à anticiper et se préparer au mieux aux évolutions qui peuvent impacter jusqu'à leur modèle d'affaires. Nous avons constaté dans cet observatoire l'importance croissante que prend la RSE sous l'impulsion de l'Union européenne notamment et la pression des ONG, de l'opinion publique. Ouais. Et vous êtes, il y a des contributeurs, des accompagnateurs en quelque sorte. Tout à fait. Nous avons pu compter sur la contribution exceptionnelle de Patrick de Cambourg, qui est président du SRB de l'EFRAG, d'Emmanuel Faber, qui est président de l'ISSB, et Luc Van Steenkist, qui est président de European Issuers, qui donc accompagne les entreprises côté européenne. Ouais. Alors, on va vraiment parler de devoir de vigilance dans cette interview. Déjà, la France en est où ? Alors la France est précurseur puisqu'en 2017, elle a adopté une loi sur le devoir de vigilance qui concerne les entreprises de plus de 5000 salariés au niveau national et 10 000 salariés au niveau mondial et qui oblige les entreprises à identifier les risques et prévenir les atteintes graves aux droits de l'environnement, aux droits humains qui sont liés à leurs activités, à celles de leurs filiales, mais également à leur chaîne de valeur, à leurs fournisseurs. Il y a beaucoup de procédures qui ont été engagées ? Oui, alors ça, c'est les chiffres qu'on révèle cette année dans l'Observatoire. Depuis l'adoption de cette loi sur le devoir de vigilance, 23 procédures ont été engagées, qui comprennent des mises en demeure et des assignations. Et cette tendance contentieuse, on constate dans l'Observatoire qu'elle a vocation à s'accroître, puisqu'en juillet 2021, une quarantaine d'entreprises qui sont soumises à cette loi n'avaient pas encore publié leur plan de vigilance. Alors ça, c'est pour la France. C'est pour la France. Si on compare à nos voisins en Europe, ça donne quoi ? Alors, nos voisins européens ont suivi un peu le mouvement. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège ont également adopté une loi sur le devoir de vigilance. Concernant l'Allemagne, celle-ci est un peu plus sévère puisqu'elle prévoit des sanctions financières, ce qui n'est pas le cas de la France, et la mise en place d'un organisme de contrôle de sa mise en œuvre. Et ça concerne des entreprises... le périmètre est plus large. Le périmètre est plus large. C'est des entreprises à partir de 2024 qui emploieront plus de 1000 salariés. D'accord. Il y a aussi la Norvège, c'est un bon exemple. Pourquoi ? Oui, alors la Norvège, qui a un périmètre encore plus large, puisque là, cette loi sur le devoir de vigilance s'adressera à des entreprises employant à partir de 50 salariés. D'accord, donc on est effectivement dans des potentielles sanctions qui toucheront beaucoup plus d'entreprises. Est-ce que l'Union européenne est en train de légiférer ? Parce que, en fait, il y a aussi, notamment pour des entreprises qui ne sont pas uniquement sur le marché français, des questions de concurrence et donc d'harmonisation des législations. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Tout à fait. Alors, au niveau du devoir de vigilance, l'Union européenne s'est emparée de ce sujet avec une proposition de directive appelée dans le jargon CS3D, qui va donc étendre ce devoir de vigilance aux entreprises employant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Le périmètre de ce champ le périmètre de cette proposition de directive a vocation à évoluer puisque la proposition de directive est en cours de négociation. Mais c'est beaucoup plus large que la France. Parce que là, vous nous dites 500 personnes, chiffre d'affaires, plus de 150 millions d'euros. La France, je reprends vos chiffres de tout à l'heure, on est sur des entreprises de 5000 salariés, donc, ou 10 000 pour les groupes mondiaux. Tout à fait. Donc c'est effectivement plus large, avec là aussi des risques de sanctions ? Tout à fait. La proposition, en tout cas en l'état, prévoit des sanctions. Les entreprises soumises à cette directive s'y exposeront et elle met également en jeu leur responsabilité en cas d'atteinte grave aux atteintes envers les droits humains, envers l'environnement. Pour elles, pour leurs filiales, un peu sur toute la chaîne de valeur. C'est exactement pareil, puisque la proposition de directive s'est inspirée de la loi française. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'Europe devient en quelque sorte un peu moteur avec cette directive, et notamment, on élargit un peu, l'obligation de publier des informations extra-financières, ça va être demain, parce que c'est dès 2024. Comment ça va se passer concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Donc, l'Union européenne est un petit peu moteur sur ces questions, ces enjeux de
RSE en ce qui concerne la transition vers une économie durable. Donc il y a le devoir de vigilance qui est en préparation, mais il y a également l'obligation de reporting extra-financier. L'Union européenne a posé un premier cadre en 2014 avec une directive NFDR qui concernait à peu près 10 000 entreprises et elle a été modifiée récemment par la directive CSRD qui a été adoptée en novembre dernier par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et qui va s'adresser à 5 fois plus d'entreprises puisque là on passe à 55 000 entreprises européennes. Alors il s'agit des grandes entreprises, cotées ou non, à l'exception des micro-entreprises cotées et également les PME cotées mais à partir de 2026. Et donc ça veut dire que ça va obliger ces entreprises à publier un reporting extra-financier, c'est ça l'idée Tout à fait. Donc il y en a certaines qui sont soumises à la NFRD, qui publient déjà un reporting extra-financier, donc ça va s'élargir à plus d'entreprises. Et la nouveauté avec cette directive CSRD, c'est qu'elles vont devoir s'appuyer sur des normes utilisées, des normes d'information en matière de durabilité. Et ce qui est intéressant, puisqu'on est dans le cadre européen, on y revient, c'est l'harmonisation. Tout à fait. Alors, ces normes européennes, en tout cas leur élaboration, a été confiée à un organisme consultatif qui s'appelle l'EFRAG et qui les a élaborées. Ça, c'était l'intention de la proposition de directive, dans un souci d'harmonisation avec les cadres existants, les normes existantes et les travaux en cours, dont ceux de l'ISSB notamment. Et comment on vérifie tout ça? C'est-à-dire que la matérialité des efforts réalisés par les entreprises. Alors, il va y avoir un audit, c'est ce qu'introduit la proposition de directive, mais en ce qui concerne l'harmonisation, ça, l'EFRAG et les organismes de standardisation se sont entendus déjà sur un socle commun, ce qui évitera aux entreprises un double reporting, en tout cas les entreprises européennes qui seront soumises à cette directive CSRD. Il y aura la matérialité d'impact, la matérialité financière, c'est un principe, c'est ça. Voilà. Alors, c'est ce qui différencie les normes européennes de l'EFRAG, c'est que par exemple, des travaux de l'ISSB notamment, c'est qu'elle s'appuie sur ce principe de double matérialité qui comprend une matérialité d'impact où là on va mesurer l'impact de l'entreprise sur l'environnement et la population et elle comprend aussi une matérialité financière où on mesure l'impact des questions de durabilité sur l'entreprise pour aider à la décision financière. Là, c'est plus un objectif d'impact financier. Est-ce que les entreprises sont prêtes ? C'est une bonne question, en effet. Alors, les entreprises qui sont déjà soumises au reporting extra-financier sous la directive NFRD, elles sont plus préparées que celles qui vont être soumises à ces nouvelles contraintes, entre guillemets. En effet, on peut s'attendre à un bouleversement de l'organisation interne, du fonctionnement opérationnel et stratégique de certaines entreprises qui seront soumises. Et si on sort de l'Europe, à quelle réglementation contraignante en matière de RSE, notamment, les entreprises sont soumises? Alors là, on passe dans le domaine du droit souple, et c'est notamment, c'est ce qu'on met en avant dans notre observatoire, c'est les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales qui ont été adressés par l'OCDE. Et donc qui concerne la protection des droits humains et de l'environnement, et leur mise en œuvre conduit à des règlements de litiges assez réguliers par la saisine de points de contact nationaux notamment, mais c'est un système de règlement de litige à l'amiable. Donc on n'est pas dans le contentieux, on est plus dans le droit souple de la RSE. D'accord. Qui saisit plutôt des associations, des ONG, c'est ça? Oui, tout à fait, des ONG. Et on a identifié dans notre observatoire que le motif est à 80% la violation des droits humains. Oui, d'accord. Avec effectivement cet item qui progresse, puisque c'est le troisième observatoire, je crois que c'était 74% en 2020, 61% en 2019. Donc c'est vraiment l'élément majeur. Un dernier mot sur la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a eu un impact sur les engagements RSE des entreprises ?
Alors oui, on a pu observer un phénomène intéressant dans ce contexte très sensible, bien entendu, de la guerre en Ukraine. Ça, c'est une étude qui a été menée par l'université de Yale aux États-Unis, qui a suivi un petit peu la prise de décision de 1000 entreprises. Et leur prise de position ont été guidées par un souci de réputation. Et elles sont allées plus loin que les sanctions économiques qui avaient été imposées, ou qui sont toujours imposées à la Russie, en se retirant du territoire russe ou en réduisant leurs activités. Merci beaucoup, merci Alexandra Novak et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat data et mobilité au programme.